Alors on espère tous que ce film vous a plu et que malgré la somme d'informations que vous venez d'avoir et ces témoignages et cette histoire effectivement qui est digne, aucun, je pense, roman d'espionnage n'aurait pu aller dans autant de détails. Voilà qu'on va pouvoir quand même parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on peut en comprendre. Vous l'avez vu, ces informations révèlent une trahison, celle de nos libertés et du reste de nos intimités. Ces informations révèlent le pouvoir dément et je pense assez mal maîtrisé de la technologie. Et ces informations révèlent, ou en tout cas montrent, et c'est probablement ce qui est très beau dans ce film, un travail en action et du courage en action. Alors peut-être qu'on peut démarrer là-dessus pour notre débat, parce qu'on a tout fait pour avoir Edward Snowden, on ne vous le cache pas ce soir, ça n'a pas été possible, mais on a trouvé son avocat. Donc je vais demander à William Bourdon de venir et de nous raconter comment il va, comment il vit tout ça, où en est sa situation où en est sa situation en Russie et qu'est-ce qu'il pense de ses révélations et de son travail aujourd'hui et de sa situation personnelle, puisqu'effectivement il a évité jusqu'à présent les autorités américaines, mais est-ce que ça va pouvoir durer et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Merci en tous les cas d'avoir donné l'occasion de donner de ces nouvelles. Je n'ai pas de nouvelles très précises à donner, c'est pour dire qu'il va bien, qu'il travaille beaucoup, qu'il a un emploi du temps très chargé, qu'il est évidemment très sollicité. Vous l'avez vu dans le film, il y a sa compagne qui peut le rejoindre, ce qui est évidemment très important. Il y a son père qui vient le visiter aussi, ils sont très forts avec son père. Alors ce que je veux dire, parce que j'ai vu ce film à Berlin, c'est qu'il est toujours aussi bouleversant ce film. Et il dit quelque chose pour moi d'extrêmement important à propos d'Edward Snowden, qui lui donne le charisme qui est le sien. Vous avez tous pu voir, c'est que c'est quelqu'un d'une exceptionnelle modestie. C'est quelqu'un d'une immense humilité. Et c'est cette immense humilité qui lui donne ce charisme et qui lui donne cet accès à l'universalité. On voit qu'il a rebâti toutes les cartes de sa vie individuelle pour privilégier l'intérêt public, et seulement l'intérêt public. Et il le fait, c'est très important de le souligner, parce que ce n'est pas le cas de tous les grands lanceurs d'alerte, il le fait sans esprit de sacrifice, sans esprit mortifère, mais il le fait avec cette modestie exceptionnelle qu'il a, cette liberté, ce sens de l'humour, cette auto-ironie. Voilà, alors sur sa situation, évidemment, je ne peux pas en dire beaucoup, je vais vous expliquer pourquoi, on ne va pas rentrer dans le détail. Simplement dire que, voilà, c'est une fierté pour moi, avec 5 autres avocats internationaux, de réfléchir régulièrement, dans des réunions en Europe, sur sa situation. Il ne va pas passer sa retraite à Moscou, c'est évident. Il y a des options qui sont sur la table, mais vous comprendrez que je ne peux pas, évidemment, en dire beaucoup plus. Voilà. Alors, on a l'impression dans le film, je pense que ça finit un petit peu là-dessus, qu'effectivement, il y a un autre lanceur d'alerte qui arrive et qui a donné donc des informations à Laura Poitras et à Glenn Greenwald. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une courbe d'apprentissage chez les lanceurs d'alerte? Enfin, moi, j'ai l'impression qu'Edward Snowden a énormément appris des erreurs d'Assange. Est-ce que ce courage, cette humilité, cette modestie, c'est quelque chose aussi qui va inspirer d'autres lanceurs d'alerte à faire de même et à bénéficier aussi de son expérience? Parce que, encore une fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils mettent la barre plus haut dans la maîtrise de leurs actions, finalement. Oui, vous avez raison, il y a un mouvement à l'échelle planétaire, une espèce d'éruption comme ça de lanceurs d'alerte, c'est vraiment un nouveau paradigme du XXIe siècle, c'est-à-dire que des individus tout seuls vont se mettre au service de l'humanité, en l'espèce de Snowden, de milliards de gens, c'est qu'il a dessillé les yeux d'une grande partie de l'humanité. Mais ce qui est en jeu pour eux, ce qui va être la condition de leur crédibilité, la condition de leur légitimité, il n'y a qu'un seul mot qui s'impose, c'est le désintéressement. Et il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte qui vont comprendre que si ils polluent, ils contaminent leur démarche par une dimension personnelle
qui serait lié par exemple à un agenda personnel, à un agenda politique ou une dimension monétaire. Et évidemment qu'ils vont s'auto-disqualifier tous ceux qui voient les lanceurs d'alerte comme un grand péril, c'est-à-dire un grand péril, un grand danger, pour ceux qui refuseront toujours inlassablement de rendre des comptes sur leur hypercynisme, sur la façon dont ils instrumentalisent un certain nombre de secrets, les secrets financiers, le secret des affaires, le secret défense. Évidemment, c'est sur cette base juridique que Edward Snowden a été poursuivi. Évidemment, de plus en plus vont être sédimentés par un lien, un trait d'union, qui est le désintéressement. C'est ce qui fait qu'ils seront inattaquables, et c'est ce qui fait qu'ils vont tordre le cou à ceux qui ne cherchent qu'une chose, c'est les criminaliser, les discréditer et essayer de persuader l'opinion publique qu'ils ne sont que des traîtres à la patrie, qu'ils ne sont que des agents portés par je ne sais quel narcissisme. Voilà, c'est le maître mot des lanceurs d'alerte du monde moderne aujourd'hui, dans les prochaines années, le désintéressement et le seul souci de servir l'intérêt général à l'exclusion de tout autre intérêt. Et de ce point de vue-là, Edward Snowden en est un exemple absolument magnifique. Merci. Alors je voudrais inviter à vous rejoindre Geneviève Garrigos, qui est la présidente d'Amnesty International France, et Philippe Aigrin de la Quadrature du Net. J'ai perdu mes questions, c'est pas grave. Non, je voulais, de votre point de vue, alors vous travaillez bien sûr depuis très longtemps sur ces sujets et de liberté, de droits de l'homme et de liberté numérique. Je voudrais savoir, pour vous, pour vos travaux, en quoi ces révélations étaient importantes. D'abord, elles étaient importantes pour tout le monde. Je pense qu'elles étaient importantes pour n'importe quelle personne qui y était confrontée. Mais dans la position particulière de gens qui s'occupaient de surveillance, de lutter contre la surveillance abusive, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on croyait qu'on savait. On croyait qu'on savait parce qu'il y avait des gens comme William Binet, la personne que vous avez vue dans une chaise roulante en Allemagne, qui avaient déjà lancé des alertes avant, et avant eux, des gens comme Duncan Campbell dans les années 90. Et on croyait qu'on savait, mais en fait, oui, on savait, mais on ne savait pas. On ne savait pas l'échelle, et puis on ne se doutait pas de ces centaines de programmes de 250 millions de dollars dépensés par an pour corrompre les organismes qui normalisent ou produisent des techniques de chiffrement. On ne se doutait pas de l'interpénétration entre ces différents programmes et avec les acteurs privés, et surtout, on n'avait pas de smoking gun. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'a fait Snowden, et qui est d'ailleurs la seule chose pour laquelle il a dû faire quelque chose qui lui était vraiment interdit, c'est nous mettre sous le nez des documents. Les 45 diapositives d'un seul diaporama ont été en fait ce qui nous a fait prendre conscience que c'était pas juste une idée, c'était là. Oui, merci. Hein. Mais effectivement, c'est très important pour tout ce que vient de dire Philippe. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on a eu, après le 11 septembre, on sait que les États-Unis ont mis en place tout un système pour assurer la sécurité, le renseignement, etc. Ça, c'est un volet. Un des autres volets, c'est tout ce qui concerne les arrestations arbitraires, les enlèvements de personnes, les transferts sans processus d'extradition, Guantanamo, la torture, etc. Et là, on peut faire le parallèle parce que c'est vrai qu'en fin d'année dernière, on a eu là aussi le résumé du rapport du Sénat sur la torture. Et c'est pareil, à chaque fois, on savait, on avait des informations, mais tout d'un coup, on voit l'ampleur. Et ce qui est très très important, c'est de bien comprendre l'ampleur et aussi la globalité. Et à ce titre-là, c'est majeur parce que ce n'est plus uniquement les élucubrations de défenseurs des droits humains, d'ONG, de journalistes qui font de l'investigation, c'est du concret, c'est là. Et là, on ne peut plus nous dire que ça n'existait pas. Alors, ce que vous disiez aussi, Philippe, c'est que on voit bien la façon dont effectivement
les États-Unis se dotent d'un arsenal de surveillance et que ça fait partie d'une stratégie globale post-septembre 11, etc. Mais vous vouliez aussi insister sur le fait que, et on en parle moins, que ce n'est pas que les États-Unis qui sont rentrés dans ces pratiques-là, mais que non seulement les alliés étaient surveillés, mais aussi ils collaborent, et pas que l'Angleterre, à cet arsenal en fait. Il y avait en réalité une série de cercles concentriques dont les Five Eyes, donc les 4 autres pays anglo-saxons, étaient dans le cercle le plus proche. Et ils avaient un rôle direct dans les programmes. On ne sait pas s'ils avaient vraiment accès à absolument toutes les mêmes informations que les Américains, mais en tout cas c'était très proche. Et puis derrière, il y avait une trentaine de pays qui étaient dans des situations de collaboration selon un régime qui est en train, à mon avis, de se généraliser. C'est-à-dire que la plupart des pays discriminent entre les droits de leurs citoyens et les droits des étrangers. Et donc maintenant, il y a une sorte de marché. Tu surveilles mes citoyens, je surveille les tiens, et comme ça on aura les données sur tout le monde. Et ça c'est quelque chose dont il faut se rappeler. Maintenant il ne faut pas non plus tomber dans une équivalence qui nous ferait dire c'était pareil partout. C'est faux, c'était pas pareil partout. Parfois parce que les États n'en avaient pas les moyens, parfois parce qu'ils avaient fait d'autres choix de priorité. Malheureusement les réactions, et on y viendra tout à l'heure, vont dans le sens plutôt d'une harmonisation par le pire. Je rappelle que, encore une fois, on est quelques-uns sur scène, mais enfin, notre intérêt et notre but, c'est que chacun de vous participe. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez ajouter un point, n'hésitez pas à lever la main. Il y a des micros à chaque étage. Donc, c'est le point. Je voulais vous poser la question peut-être à vous, William. Alors, je sais que Edward Snowden paradoxalement, il a contacté donc, Laura Poitras, qui est donc documentariste. Et puis en même temps, il a eu une certaine réticence à voir la caméra se mettre en place. Et maintenant, il se félicite que ce film ait eu lieu et puis qu'il ait cette trajectoire, parce qu'un Oscar, on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, mais donc, il y a eu l'Oscar du meilleur documentaire dimanche dernier. C'est pas rien. Pourquoi c'était important, selon vous, qu'il y ait un film? D'abord, ce qu'on voit, ce qui est tout à fait saisissant dans le film, c'est comment la relation de confiance s'établit entre ces deux hommes, Gilloise, son collègue Guardian, et puis Laura Poitras qu'on voit moins à l'écran. Et on imagine bien que les premières minutes, c'est assez palpable, ont été tout à fait extraordinaires. Et ce qui est saisissant, c'est la crédibilité que vous avez tous ressentie. C'est-à-dire que les journalistes se demandent à quel ovni ils ont affaire. Ils s'interrogent, ils se demandent s'ils sont eux-mêmes pas tombés dans une forme de piège. Donc c'était important qu'il y ait une relation de confiance pour répondre à la première partie de votre question. Ensuite, la grande modestie que j'évoquais il y a quelques instants d'Edward Snowden, cette humilité exceptionnelle qui est la sienne, n'en fait pas non plus un homme dénué de lucidité et du sens des responsabilités. Donc il a mesuré aussi le séisme mondial qu'il a provoqué par ces révélations. Il a compris aussi qu'il fallait laisser une trace, pas simplement pour l'histoire, mais aussi qu'il y ait des images, du son qui, et chacun a pu le voir il y a quelques minutes, donne ce crédit tout à fait exceptionnel de sincérité, de désintéressement à sa démarche. Et ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est que personne ne se dit que c'est un homme traqué. On ne sent pas aux abois, on ne sent pas dégoulinant de sueur, angoissé à l'idée de se faire arrêter. Or, quand il est à Hong Kong dans les dernières heures, il se dit qu'il peut être livré aux États-Unis. C'est une question qu'il se pose, que tous les gens qui sont à côté de lui se posent. Donc voilà, sa modestie, elle était aussi escortée par un formidable sang-froid que chacun a pu voir. Oui, puis probablement que de la même manière que ça s'est passé avec Julian Assange, l'une des premières réactions des autorités américaines quand un sonneur d'alerte sort du bois, c'est de tenter de le discréditer, de le décrédibiliser. Et c'est vrai qu'on a vu cette bataille à l'œuvre. Ça a été rappelé par vous, Philippe, sur le fait qu'on a essayé de dire que c'était un agent qui travaillait pour
pour les Russes, qu'il avait volé de l'argent, etc. Donc il y a eu tout un travail de sape fait. Et c'est vrai que le voir dès ses premières interviews, on sent quelqu'un qui est dans la modestie, mais surtout dans la maîtrise absolue de son sujet, dans ce désintéressement dont vous parlez. Et la bataille des images, j'ai l'impression, avec cet Oscar qui a été décerné la semaine dernière, a été clairement gagné du côté par Snowden pour ce coup-là. Oui, juste un mot pour dire, dans le puzzle de l'ensemble des éléments complexes qui vont permettre un jour à Edward Snowden de trouver un autre chemin, il y a une bataille d'opinion. Et cette bataille d'opinion, elle est essentielle. Il y a des sondages aux États-Unis qui ont montré que dans les premiers mois, après le coming out de Snowden, 80% des Américains le désignaient comme un traître. Aujourd'hui, on est à peu près aux 2 tiers. Le mouvement est très lent, il y a une décrue qui ne va pas s'accélérer. Mais un des éléments qui va permettre à Edward Snowden d'inventer, d'imaginer une porte de sortie à la situation où il est, c'est évidemment essentiellement une bataille d'opinion, c'est-à-dire un rapport de force entre l'opinion publique mondiale, internationale et les gouvernements. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait intervenir dans la... Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, il y a cette bataille d'opinion, mais il y a aussi une autre bataille d'opinion que nous, on doit gagner en utilisant le film, c'est de faire savoir, même s'il y a eu un raz-de-marée à un moment donné, ça passe très vite, et puis depuis il y a eu des attentats, etc. Et le fait qu'on puisse avoir ce film, qu'on puisse l'utiliser, organiser des débats, le faire savoir, ça permet aussi de rappeler et d'interpeller les citoyens en leur montrant bien qui il est, quelles sont ses motivations, c'était pas un espion, et pourquoi il l'a fait, peut-être aussi engranger de nouvelles vocations, mais surtout sensibiliser à cette question, et aujourd'hui c'est majeur, et un film pour ça c'est un atout énorme. Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci de la projection et merci de votre présence. Ça va peut-être poursuivre ce que disait l'avocat de M. Snowden. Dans le film, à un moment donné, on voit un groupe d'avocats, justement, et la conclusion est le débat va se porter sur 95% de politique, 5% de juridique. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus, sans bien évidemment nous dévoiler votre stratégie sur l'audience à venir. Je voulais aussi savoir sur le débat, sur un cas comme celui de Snowden en France, est-ce que ce seraient les mêmes conclusions qu'on aurait sur le ratio 95-5 ? Et ça peut peut-être permettre également de faire un petit point sur la législation en cours, ou en tout cas les débats en cours sur les lanceurs d'alerte. Voilà, merci. Ah oui, j'ai oublié de dire, je crois que je vais me présenter. Mais... Bon, 95.5, c'est évidemment une image, c'est une arithmétique qui est utilisée par Ben Weisner. J'ai participé à cette réunion à Berlin, qui est éloquente sur le fait que la question peut se posera à un moment ou à un autre, de trouver une autre terre d'accueil. Les aspects juridiques compteront, évidemment, et nous y réfléchissons, mais c'est difficile d'imaginer, compte tenu de sa situation, que quelle que soit la qualité d'impartialité, d'indépendance d'un juge, quel que soit ce juge, que ce soit un juge du Nicaragua, un juge français, un juge sénégalais, un juge d'Afrique du Sud, et évidemment que le contexte politique aura une part importante, je ne dis pas qu'il prévalera, mais il aura une part importante dans cette dynamique sur laquelle nous réfléchissons pour éviter que, évidemment, il passe toute sa retraite éternellement à Moscou. Et c'est là que l'évolution de l'opinion, où ces faveurs sont importantes. Ce qui fait le succès d'un lanceur d'alerte, je le disais tout à l'heure, c'est son désintéressement, et c'est notamment son désintéressement, et aussi, évidemment, la qualité, l'importance stratégique des informations qu'il révèle. Dans le cas de Snowden, c'est difficile de faire plus massif, plus mondial et plus décisif que les informations qu'il a révélées, et c'est ce qui fait que se fédère autour de lui un grand nombre de citoyens. Et plus se fédère et s'identifie à lui un nombre de citoyens important, et plus s'inscrit et peut s'inscrire ce rapport de force que j'évoquais tout à l'heure, et qui peut progressivement renier, éroder sur les raisons d'État ou sur le cynisme de tel ou tel gouvernement, qui, quelles que soient les belles déclarations et les belles promesses, resteraient dans des logiques qui ne seront pas les logiques auxquelles nous aspirons tous. Alors, Philippe Aigrin, on l'a dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui 506 programmes qui ont été révélés par cette fuite d'informations.
On a l'impression d'une NSA qui n'est contrôlée par plus personne. Alors, qui garde les gardiens aujourd'hui? Eh bien, peut-être une des choses les plus graves, c'est qu'on croyait qu'il y avait des gardiens. En fait, si vous regardez le FISA Amendment Act de 1988, qui est la loi sous laquelle, en théorie, se sont développés la partie légale des programmes qui ont été mis en place, cette loi, elle était pour les citoyens américains, hein, puisque je reviens toujours à cette différence entre traitement des citoyens d'un pays et ceux d'autres pays. Et pour les citoyens américains, elle était plus protectrice que la loi française qui a été... les lois françaises qui ont été adoptées dans les 2 dernières années. Mais ce qui s'est passé, c'est une double défaillance du système de contrôle. Une qui était à l'intérieur du système de contrôle, c'est-à-dire qu'il donnait les permissions très largement, enfin quasiment 98% des dossiers étaient acceptés, et comme en plus ils étaient secrets, les décisions étaient secrètes, évidemment il n'y avait aucun débat public possible sur leur pertinence. Et puis, il y a eu le deuxième phénomène, c'est le contournement, c'est-à-dire d'un côté, la NSA, et d'ailleurs d'autres agences aussi, faisaient des demandes pour pouvoir surveiller telle ou telle personne, et de l'autre côté, de toute façon, ils surveillaient tout le monde sans avoir rien demandé. Donc il y avait et malheureusement, je crains que cette dualité entre des organismes de contrôle qui sont là pour la façade, auxquels on soumet un tout petit nombre de cas, et d'autre part, à côté de ça, des pratiques de surveillance beaucoup plus massives, où on voit de massification qui se développe, je crains que ce ne soit pas l'apanage des États-Unis. Oui, juste un mot rapidement. Depuis les attaques Charlie Hebdo, il y a 5, il y a un débat qui s'est ouvert en France, un débat sur sécurité et liberté. Il faut suivre avec beaucoup d'attention ce qui va se passer au Parlement dans les prochaines semaines. Et il y a eu une offensive très forte des services français, des services secrets. Qu'est-ce qu'ils disent, les services secrets français? Ils disent, mais non, jamais nous, le Patriot Act, on est très loin de ça, c'est pas notre culture. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ce qu'ils vont chercher, et je veux porter témoignage, parce que c'est un élément de la discussion pertinent. J'étais en débat avec Sparchini, tout le monde connaît Sparchini dans cette salle, l'ancien patron des services secrets français. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut que les écoutes administratives, vous savez, pas les écoutes judiciaires, les écoutes administratives, hors contrôle judiciaire, celles qui sont autorisées donc par une commission qui siège auprès du Premier ministre, puissent mettre sous écoute administrative quelqu'un au seul motif qu'il y aurait un élément, un signe, un signal, une trace qui le rattache éventuellement à un groupe de terroristes. Et Jean-Marie Delarue, qui est le président de cette commission, qui a donné une longue interview dans Le Monde il y a quelques jours, dit si on suit la logique des services secrets français, eh bien, ça veut dire qu'on pourra mettre sous écoute administrative le fleuriste chez lequel on a acheté des fleurs, la concierge, son banquier chez lequel on a été déposé de l'argent, etc. Donc le vrai débat, ça va être quel est le curseur que les services vont imposer pour permettre des écoutes administratives qui, sans aller vers des écoutes massives, sans discrimination, celles qui sont au cœur des révélations de Snowden, mais qui en même temps permettront de brasser extrêmement large sur des personnes qui à 90 ou à 95% seront sans lien quelconque, direct ou indirect, avec une quelconque infraction. C'est ça le débat en France. Oui, et en fait, toute la question, effectivement, c'est la question du contrôle de la surveillance, le contrôle des écoutes, le contrôle finalement de l'intrusion dans notre vie privée. Et quand il y a eu l'adoption de la loi de programmation militaire en janvier 2014, cette notion de justement de pouvoir avoir accès le plus facilement via les écoutes administratives, le plus facilement accès à toutes ces informations était dans l'article 20. Et quand il y a eu tous les débats sur justement le... je sais plus comment
Le décret, merci. Voilà. Le décret, à la fin de l'année dernière, c'est vrai que la CNIL, les associations comme la Quadrature du Net, etc., toutes sont mobilisées justement pour que ce soit limité aux informations concernant le type de connexion, mais pas au contenu. Or, le danger qui est au niveau aujourd'hui, c'est que, et un des dangers, et qui arrive très très vite, c'est celui justement de l'extension au contenu. C'est-à-dire que le Premier ministre, finalement, ou le ministre de l'Intérieur aurait toute l'attitude et on n'a plus besoin de passer par le juge. Or, un système démocratique, un système où il y a un état de droit, il faut qu'il puisse y avoir des contrôles. Il faut qu'il y ait un contrôle a priori et a posteriori du judiciaire. On ne peut pas, comme ça, rentrer dans la vie de quiconque sans ce contrôle. Et puis, il faut aussi un contrôle du Parlement. Alors derrière, la question, c'est comment le Parlement s'engage. On le voit sur d'autres sujets, que ce soit le commerce des armes, etc., etc. Souvent, le Parlement se désengage, mais il faut au moins celui du judiciaire. Et ce qui est très très dangereux, il y a deux autres aspects qui sont très dangereux avec ce qui se passe aujourd'hui, et d'ailleurs ça revient dans le film, et on l'a vu au moment du 11 septembre et tout ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on dit, si c'est pas prévu dans la loi, comme il faut suivre la loi, qu'est-ce qu'on fait? On change la loi. C'est-à-dire que le droit aujourd'hui ne nous protège pas, parce qu'en permanence, on fait évoluer le droit. De même, on va prendre soi-disant des mesures exceptionnelles, transitoires, parce qu'il y a une période spéciale, et depuis 2006 en France, on l'a vu, hein, tout ce qui devait être exceptionnel, est reconduit, et reconduit, et reconduit. C'est aussi ce qu'on voit d'ailleurs par rapport aux États-Unis. Et ces méthodes nouvelles qui sont de renommer les choses, de refaire des lois qui ne sont pas conformes d'ailleurs au droit international, de faire que ce qui était temporaire et donc qui pourrait cadrer justement avec le droit, eh bien devienne petit à petit permanent, c'est le danger qu'on encourt, parce que derrière, ce qu'on nous renvoie, c'est « mais si vous n'avez rien à cacher, de quoi avez-vous peur? Laissez-vous faire, on vous protège. » S'il vous plaît, je suis en haut, si je peux, de l'autre côté. Bonjour. Si je peux juste faire une petite remarque. Je crois qu'il faut se présenter, donc je m'appelle Patrick Béja, je suis podcasteur. J'apprécie vraiment le fait que vous parliez de la situation en France, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à pointer du doigt les États-Unis et à dire que ça se passe là-bas et que c'est pas bien et qu'il faut le dénoncer. C'est vrai qu'on a des problèmes en France et en Europe et partout dans le monde de cet ordre également. On a récemment entendu parler d'un programme des services secrets français qui s'appelle Babar, qui est très joliment nommé, mais qui est assez similaire à ce que font les Américains dans ce domaine. Et on se sent vraiment démuni face à toute cette énormité. On ne sait pas vraiment ce qu'on peut faire. Il y a évidemment le vote, qui est un outil essentiel de la démocratie, mais on a l'impression qu'à partir du moment où même les élus vont bafouer les lois et les libertés de leurs concitoyens, on ne sait pas vraiment ce qu'on peut faire. Et moi j'ai été frappé, je pense que les gens de la Quadrature du Net sont trop modestes pour en parler aujourd'hui, mais il y a très peu d'organisations qui défendent la voix des citoyens face au poids des politiques. Et la Quadrature du Net en est une en particulier, à vrai dire, à ma connaissance. Bonsoir. C'est la seule à ma connaissance qui fait ça avec autant de force sur Internet. Et il y a quelque chose de très grave qui s'est passé il y a quelques mois, c'est que la Quadrature du Net a failli, était en train de ne pas boucler son budget pour l'année dernière. Et le problème, c'est que nous tous qui sommes préoccupés par cette situation, effectivement, on ne sait pas comment agir. Et je crois qu'il y a une manière d'agir, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais l'une d'entre elles, c'est de mettre notre argent là où est notre parole. Et l'une des seules organisations, encore une fois, c'est la Quadrature du Net. Donc j'aimerais inviter les gens qui sont réunis aujourd'hui ici et qui sont restés, il y en a quelques-uns après le film, à s'intéresser à cette chose-là et à simplement aider la Quadrature du Net financièrement à nous défendre pour qu'ils fonctionnent, parce qu'il n'y en a pas beaucoup et ils sont importants à protéger. Donc je voulais juste dire la chose parce que je ne suis pas certain que vous l'auriez fait remarquer. Donc, voilà. C'est plus que gentil, je suis très ému. Bon, néanmoins, grâce au sursaut de tas de gens, dont sans doute certains dans cette salle, maintenant, au moins pour un moment, ça va bien. On a les ressources. Et du coup,
on est obligé de vous embêter d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement besoin de votre argent, on a besoin aussi de vos actes. Parce que quand la question qui a été posée par plusieurs des autres intervenants sur le rôle du Parlement, bon, moi je siège dans la commission parlementaire sur les questions numériques à l'Assemblée nationale comme personnalité qualifiée, où je suis le seul représentant d'une association citoyenne, mais il y a d'autres gens qui ont les mêmes préoccupations d'intérêt général que nous pouvons avoir. Et quand il y a eu le débat sur la loi de police portant diverses dispositions de prévention du terrorisme, notre commission a adopté un avis extrêmement négatif sur l'ensemble du projet de loi à l'unanimité. Et dedans, il y a 13 députés. Et quand il y a eu le vote, il y en a un seul député qui a voté contre. Et pourquoi? Parce que les présidents de groupe ont décidé, comme un accord, de faire un vote bloqué, pas pour, et de ne pas appeler un vote solennel où chaque député doit venir voter. Alors, effectivement, ce que vous disiez dans le début de votre intervention, en fait, encore plus important que d'appeler à donner de l'argent à la personne ordinaire, même si je vous remercie, c'est qu'il y a une profonde détérioration de la démocratie. Et je crois que la seule possibilité d'y revenir, c'est le développement dans la société de quelque chose qu'on entend dire dans le film, je pense, un avocat qui dit, peut-être c'est Denis Bisnon aussi, je ne sais pas, donc l'avocat de l'American Civil Liberties Union, il dit ces enquêtes, elles sont compliquées parce qu'elles doivent être compliquées, parce qu'elles font intrusion tellement forte dans ce que moi je préfère appeler l'intimité, même dans les sous-titres, privacy est toujours traduit par vie privée, mais regardez Robert et Collins ou vos références, vous verrez que la première traduction de privacy c'est l'intimité. Et ça va plus loin que simplement faire intrusion dans votre maison, votre voiture, vos conversations privées. C'est donc ces dispositions-là, dont la loi sur le renseignement qui va être adoptée en Conseil des ministres le 18 mars, va contenir un nouveau paquet de possibilités pour la police administrative de faire sans mandat judiciaire des actions extrêmement graves d'intrusion dans l'intimité des gens. Et l'intimité, c'est pas que dans le lieu, dans le domicile, c'est aussi dans l'espace public, c'est partout, c'est sur Internet, dans les échanges, y compris les échanges sociaux qui en apparence sont publics, alors on peut les espionner comme on veut, disent les services de sécurité. Et bien ces atteintes à l'intimité justifient pleinement qu'on défende autre chose que le risque zéro en matière de sécurité. Tant que le public ne sera pas capable de porter d'une voix claire le fait que si, pour atteindre ce que Mireille Delmas-Marty appelle la sûreté, donc la sécurité absolue, si pour l'atteindre, il faut détruire les fondements même de notre démocratie et de notre état de droit, alors on préfère vivre avec le risque. Tant qu'on ne saura pas dire ça, alors les députés diront « Oh, les gens veulent la sécurité ». L'opinion publique, ils écoutent au journal de telle chaîne d'information continue, ils lui font dire à l'heure actuelle, et il n'y a pas vraiment de démenti, qu'elle demande plus de sécurité. Ce qui aboutit à des choses incroyables, comme le fait que 4 millions de personnes défilent pour défendre la liberté d'expression, mais dans les 10 jours qui suivent, on initie 200 procédures pour des délits de parole. Donc on est dans une situation où il n'y a plus de rationalité élémentaire du fonctionnement de notre état de droit. Je vais être très rapide. Effectivement, quand on dit vie privée, on a l'impression que c'est des perquisitions à domicile. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est beaucoup, beaucoup plus large. Et sans la vie privée, ça a très bien été expliqué dans le film, il ne peut pas y avoir de liberté d'opinion, il ne peut pas y avoir de liberté d'expression. Et finalement, sans la vie privée, il n'y a plus rien. Donc, il ne faut pas se dire, là encore,
pour être protégé, je n'ai rien à cacher et je vais le faire. Et par rapport à cette notion d'apologie du terrorisme, on est là encore une fois dans comment on détourne les mots, comment on détourne les concepts, puisque finalement le terrorisme, c'est pas très bien défini, on ne définit pas très bien qu'est-ce que c'est que l'apologie du terrorisme. Et on arrive petit à petit à un système entre les écoutes, entre le fait qu'on a des caméras partout, entre le fait que finalement est-ce que je peux dire ça ou pas, on va arriver à un système d'autocensure. Si, au-delà du fait qu'on sera tout le temps surveillé, le risque c'est qu'on arrive nous à un système d'autocensure où on n'osera même plus s'exprimer, on n'écrira plus, on ne fera plus rien, parce qu'on ne saura même plus à quel moment on va nous tomber dessus. Et ça c'est un risque majeur. C'est effectivement probablement l'un des sujets centraux du film, et je revenais vraiment encore une fois sur la question des Oscars. Le fait qu'un film comme ça ait un Oscar, c'est aussi un gage de sécurité supplémentaire pour ces journalistes qui ont travaillé et qui ont eu énormément de pression. Ils sont visibles, maintenant ils sont très connus, c'est aussi une façon pour eux de s'assurer un minimum de sécurité. Il y avait une réaction dans la salle. Bonsoir, Tristan Nito, je suis sans emploi pour l'instant, ça va pas durer. J'ai fait 17 ans chez Mozilla, le navigateur web Firefox que vous avez peut-être utilisé déjà. J'ai écrit un livre sur la surveillance de masse. Merci Snowden qui m'a vraiment déclenché la chose et donné cette envie d'écrire. Je suis aussi membre du Conseil national du numérique où je fais un peu, comme Philippe Ebegrin, de l'entrisme pour essayer d'éduquer les politiques sur l'importance du numérique et de ses difficultés. Je voulais revenir sur l'importance, en fait, de faire quelque chose nous-mêmes. Et comment est-ce qu'on peut agir? Alors oui, moi j'ai donné de l'argent à la Quadrature du Net, comme tous les ans depuis des années, et je continuerai à le faire. Et je vous encourage vous aussi à faire de même. Ce n'est pas la seule chose, on peut voter de la bonne façon, on peut appeler son député quand la Quadrature suggère de le faire, parce que c'est aussi un impact qu'on peut avoir. Je pense aussi qu'il faut s'informer beaucoup, parce que là, c'est sympa, on utilise des iPhones, on utilise des smartphones Android, on utilise des services Google, etc. Mais finalement, c'est eux qui rendent économiquement possible la surveillance de masse. Je crois qu'il faut le savoir, hein. C'est quand on utilise ces services gratuits qui nous profilent pour nous donner la publicité ciblée que, en fait, ça leur permet de cumuler ces informations à notre sujet. Et du coup, pour la NSA et ses consorts, c'est très simple, il suffit d'aller pomper les infos ou les demander ou les forcer à leur donner ces informations sur nous. Donc il y a des actions très simples à faire, comme utiliser le chiffrement, utiliser des logiciels libres, éviter les systèmes centralisés. C'est exactement là-dessus que j'ai fait mon bouquin, parce qu'il faut quand même que les gens le sachent. Pour agir et en fait rendre économiquement non viable, ou du moins beaucoup plus cher, la surveillance de masse. Et ça passe donc par une éducation des gens, il faut que les gens aient envie d'être éduqués, qu'ils aient envie de se renseigner là-dessus et pas se dire « Oh, bon, en fait, on peut rien faire, c'est foutu. » Non, c'est pas le cas. Parce que c'est un sujet qui est effectivement complètement commun à tout ce qu'on dit depuis le début. Là, ici, nous, on est concernés, c'est un sujet qui est important pour nous, on se sent, on trouve ça complètement stratégique de s'intéresser à la question des libertés numériques et de ce qui se passe avec la NSA, mais grosso modo, les révélations de Snowden, elles n'ont pas, alors je me tourne vers mes collègues, mais elles n'ont pas déclenché un débat massif et un outrage énorme de la part de la population qui aurait pu demander des comptes à leurs députés, à leurs politiques, etc. On a eu plutôt l'impression que le débat a été effectivement un débat d'opinion sur qui était Snowden et sa diabolisation. Ce débat va peut-être un peu être clos, mais le débat de fond sur qu'est-ce que c'est la sécurité et qui permet ça, c'est-à-dire au Facebook, au Google, etc., sur lesquels vous rentrez des informations de façon tout à fait bénévole et volontaire et qui sont aspirées ensuite
de façon forcée ou pas par les services, ça, ce lien-là n'est pas encore fait. Donc on est quand même énormément dans ce renoncement-là. Et ce que vous adressez ici, c'est un des moyens, enfin l'éducation de l'internaute et du citoyen moyen sur les outils qui sont mis à disposition et les pièges éventuels, ou le prix à payer, qui n'est pas de la gratuité, qui n'est pas de l'argent, mais qui est une perte de liberté, est une éducation qui n'est pas nécessairement beaucoup faite. Alors, je crois qu'il y avait une intervention de la salle, et puis après je reviens vers vous. Oui, bonsoir. Axel Simon, je suis bénévole avec la Quadrature du Net, et je suis également fais partie des personnes qui organisent à Paris ce qu'on appelle les cafés du privé. Donc justement, ça me fait très bien d'avoir entendu Tristan parler de différentes dimensions. On a parlé tout à l'heure de la dimension juridique pour répondre aux problèmes. Il y a également la dimension purement pratique de ce que les gens peuvent faire. Donc c'est là où justement j'aimerais inviter les gens à se renseigner sur les cafés du privé. Ça vient d'un mouvement qui s'est créé suite aux révélations justement, qui s'appelle les crypto-parties, qui ont pour but d'aider les gens à comprendre concrètement ce qu'ils peuvent mettre en œuvre dans leur informatique quotidienne, dans leur pratique quotidienne, pour protéger leur vie privée. Il y en a régulièrement à Paris, donc c'est des après-midi où tout le monde est bienvenu. On invite les gens à apporter des gâteaux, on fait du café, du thé, on se met autour d'ordinateurs, et les gens qui ont certaines expériences en la matière les partagent avec les autres dans le but de s'aider les uns les autres à mieux comprendre quels sont les mécanismes qui sont techniquement mis en place pour nous surveiller, comment on peut les restreindre, comment on peut certains les contourner, comment on peut un peu apprendre à tourner le bouton de la vie privée et le remonter. Le but, c'est pas de vous aider à devenir Edward Snowden, on n'en est pas capable nous-mêmes, il en est limite pas capable lui-même, enfin, il a une maîtrise technique qui est telle qu'elle n'est pas abordable pour tout le monde, mais le but, c'est de dire aux gens, il ne faut pas que avoir peur, il y a plein de choses qu'on peut faire au jour le jour, comme disait Tristan à l'instant, et comme on dit finalement, comme dit également Philippe, utiliser des logiciels libres, des systèmes qui ne sont pas centralisés. Il y a beaucoup de petites astuces qu'on peut mettre en place au jour le jour. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, parlez-en autour de vous, venez partager comme ça une après-midi, un samedi après-midi, une fois par mois. Donc les cafés du privé, n'hésitez pas à aller contacter la Quadrature du Net, on pourra vous rediriger. Il y a un site café du privé qui n'est pas très fourni, donc passez plutôt par et c'est gratuit. Bien évidemment, c'est gratuit et c'est un partage de connaissances entre toutes les personnes qui sont intéressées. Donc, voilà. Alors moi, pour nos différents invités, et qui veut dans la salle, j'ai une dernière question, parce qu'on m'a dit qu'il fallait terminer, malheureusement, mais est-ce que vous pensez que le Deus ex machina de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, est-ce que le vrai problème, c'est la NSA? Parce que beaucoup disent que c'est le top de l'iceberg, tout ce qui arrive derrière, c'est les logiciels prédictifs, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données, qu'est-ce qu'on fait des 20 milliards de données connectées chaque jour, comment on utilise ça pour comprendre ce que chaque individu va devenir à 5, 10, 15, 20 ans, ça c'est quand même l'énorme question. Donc est-ce que le problème c'est la NSA et toutes ces technologies-là, ou est-ce que le problème c'est notre renoncement collectif à comprendre ce qu'est cette technologie et à croire, journalistes, individus, parents, éducateurs, etc., qu'on peut faire quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas, justement ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de Deus ex machina qui serait juste un truc vraiment méchant et mal et qu'on pourrait désigner et puis on essaierait de faire qu'il n'existe plus. En fait, on a une situation où il y a un système à 4 composantes. Les services de renseignement agitant, ils ont toujours rêvé, c'est-à-dire une société de la suspicion étendue, disons. Les acteurs privés, les modèles commerciaux de certains acteurs privés, qu'on hypertrophie complètement dans nos représentations de l'économie du numérique en pensant que tout le monde fait de la publicité, vit de la publicité dans le numérique, ce qui est totalement faux. Mais néanmoins, comme c'est des très gros acteurs, des acteurs spectaculaires, ils sont très présents. Vous parlez de Facebook, Google, Twitter, Facebook, Google, mais Yahoo. la même chose pour les acteurs français similaires, c'est juste qu'ils n'ont pas réussi avec autant à être les premiers sur le marché. Le troisième volet, et là ce ne sera peut-être pas le plus facile à corriger, c'est la capture du politique dans des processus vraiment post-démocratiques, où on a un politique, et particulièrement en France en raison du verrouillage total de nos institutions
par le régime présidentiel et les partis et le système électoral. Donc cette capture, elle aboutit au fait qu'en fait, comme le disait Geneviève, on ne peut pas on ne peut plus faire confiance au droit. C'est horrible de dire ça, puisque on est une organisation de droits fondamentaux, mais il ne suffit pas qu'ils soient affirmés. On peut pas. Et le dernier point, c'est nos propres comportements. Hein, nos propres comportements. Et là, on a un discours qui, malheureusement, le discours sur les comportements a été capturé par une génération de gens qui ignorent tout de la culture numérique et qui disent des bêtises abyssales sur la culture numérique, du genre les jeunes s'en foutent, ils mettent tout sur Internet, ils s'en foutent. Toutes les études sociologiques et la simple connaissance de quelques jeunes suffisent à dire que c'est faux. En fait, les jeunes construisent leur identité sur Internet, donc ils veulent s'exposer, mais ils n'exposent pas n'importe quoi. C'est plutôt les nouveaux arrivants plus âgés qui découvrent à la dure que parfois il ne faut pas exposer n'importe quoi. Et donc l'éducation, moi j'écris un texte qui s'appelle « Est-ce que les orphelins numériques peuvent éduquer leurs parents politiques ?» et je pense que l'éducation, elle doit être très bidirectionnelle dans ce domaine. En fait, s'il y a autant de gens qui travaillent à la NSA et qui font ce qu'ils font dans le service français, si les politiques, etc., abandonnent tout ce recul, et si le citoyen recule, c'est parce qu'il y a finalement une normalisation de l'abandon des droits, une normalisation de l'abandon de la vie privée au profit hypothétique, et combien hypothétique, d'une meilleure sécurité. On est aujourd'hui dans des sociétés où on veut le risque zéro en tout. Que ce soit l'avion, la voiture, mais absolument en tout. Et ce risque zéro, eh bien, les gens aujourd'hui se sentent dans une posture où finalement ils sont prêts à abandonner certaines choses, et c'est souvent, après tout, la vie privée, j'ai rien à cacher, on revient toujours là-dessus. Et là, il y a vraiment une question d'éducation à voir à tous les niveaux, et je pense que effectivement, on est entre nous, on se connaît, on partage, on défend les droits, on se bat tous les jours. Les gens qu'on fréquente généralement, ils ont un peu le même profil que nous, mais il faut aussi sortir de là, et il faut aussi aller se battre sur le terrain des idées, parce que moi je me souviens quand, justement en juillet 2013, quand il y a l'avion de, je crois que c'était l'avion d'Evo Morales qui revenait de Moscou, et qu'on voit que la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal lui ont interdit l'espace aérien parce qu'ils pensaient que Snowden était à l'intérieur, et poussé par les États-Unis, ils ont tout bloqué, et que l'avion d'un président a dû se poser à Vienne pendant plusieurs heures, et qu'ils voulaient le fouiller, etc. Et on se dit, mais on a bafoué le droit international, on a tout bafoué là, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et là, on voit que, parce qu'on est dans cette normalisation, donc il faut vraiment bouger, informer, mais aussi se battre contre ces idées qui voudraient que finalement, on baisse les bras et on ne dit plus rien. Il y a certainement une bataille citoyenne à mener, parmi d'autres. Cette bataille, c'est pour faire en sorte que demain, s'il y a un Edward Snowden français, ils ne connaissent pas le sort de l'Edward Snowden que vous venez de célébrer. En demain, si un agent public, au pire de la lutte contre le terrorisme, des services secrets français, apprend que dans les caves du siège de la DCRI à Londres, on commet le pire. On abdique. On fait subir de la torture et de mauvais traitements. Ou alors, on met en place un système d'écoute illégale. Aujourd'hui, un fonctionnaire de l'administration française connaîtrait le même sort qu'Edward Snowden. C'est-à-dire que pour révéler les faits dont il aurait connaissance, dont il serait témoin, il serait obligé de briser, de violer le secret défense, il serait criminalisé, il serait voué à une mort sociale professionnelle certaine. Donc il faut penser demain à se mobiliser pour permettre à l'Edward Snowden français d'exister sans être criminalisé. Ça passe par une direction que j'ai présentée il y a quelques jours dans le journal Le Monde, qui est une autorité administrative totalement indépendante. Ou demain, un fonctionnaire qui serait écœuré par ce qu'on lui demande de faire, pour venir dans un cadre confidentiel sécurisé, se confier et obtenir, après évidemment toute une série de contrôles, de dialogue, et obtenir sous réserve qu'évidemment l'alerte
se propose de diffuser soit considéré comme une grande gravité, obtenir une forme d'immunité qui le mette à l'abri de tout risque de poursuite judiciaire, parce que si la démocratie n'est pas capable d'offrir, dans des cas exceptionnels, cette forme d'immunité, eh bien il y a des lanceurs d'alerte qui resteront silencieux et la démocratie en souffrira. Alors il faut que je termine ce débat. Edward Snowden, quand Laura Poitras et Glenn Greenwald ont gagné l'Oscar du meilleur documentaire, a déclaré « c'est pas un film sur la NSA, c'est un film sur nous ». Donc j'espère que ce débat et ce film vous ont donné à comprendre que tout ce dont on a parlé là, c'est de nos libertés à nous et de ce qu'on peut faire ou pas, de ce qu'il est encore temps de faire ou pas, mais qu'il s'agit bien de nous. Merci beaucoup, au revoir.